je vous ai montré une magnifique reproduction par fax du Codex forestier de Léonard de Vinci. Je crois qu'il s'agit du Codex forestier numéro 1. Il y en a 3. Pendant plus de 500 ans, l'un des projets les plus dangereux et les plus interdits de Léonard de Vinci est resté secret, enfoui dans des croquis énigmatiques et des notes à moitié effacées. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a accompli l'impensable. Elle a percé ce secret. Ce qu'elle a découvert n'était pas qu'une simple machine. C'était un avertissement. Un dispositif si avancé, si en avance sur son temps, qu'il laisse les experts perplexes. Alors, qu'a révélé exactement l'IA et pourquoi cela change-t-il tout? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir tous les détails. L'IA analyse l'invention interdite de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci passa une grande partie de sa jeunesse dans les montagnes près de Florence en Italie. Né hors mariage, il ne put d'intégrer les grandes écoles comme l'Académie platonicienne de Florence. Aussi, au lieu d'étudier en classe, il passa-t-il des années à parcourir la campagne. Il étudiait la nature avec attention, observant les oiseaux, les rochers, les montagnes et le mouvement de l'eau. Tandis que d'autres artistes se concentraient sur les êtres humains ou la religion, Léonard de Vinci s'intéressait profondément au fonctionnement de la nature. Bien qu'il n'ait pas reçu d'éducation formelle, il acquit par lui-même une vaste connaissance, presque aussi importante que celle des érudits des grandes écoles. Un moment marquant de sa vie fut la découverte d'une mystérieuse grotte dans les montagnes. Il en fit même mention dans son carnet. Cela s'est probablement produit vers 1480. La grotte semble avoir eu un impact émotionnel important sur lui. Certains pensent qu'un événement étrange s'est produit durant cette période, car 2 années de la vie de Léonard restent mal connues. Certains chercheurs suggèrent que durant ces années manquantes, Léonard de Vinci aurait pu voyager dans le temps ou entrer en contact avec des êtres d'un autre monde. Selon ces théories, Léonard aurait pu franchir un portail ou un passage secret à l'intérieur de cette grotte. Celui-ci l'aurait transporté dans le futur, où il aurait découvert des choses comme des hélicoptères, des robots et des armes qui n'existaient pas encore. À son retour, il s'efforça de dessiner et de concevoir ces objets. Certains pensent eux-mêmes qu'il aurait pu être aidé par des extraterrestres qui lui auraient transmis des idées visionnaires. Il cite ses peintures et inventions comme preuve de ce savoir singulier. L'une des œuvres les plus célèbres est l'Énonciation réalisée par Léonard de Vinci en collaboration avec Verrocchio. Dans ce tableau, l'ange Gabriel disparaît lorsqu'on l'observe au rayon X. Nous contemplons un tableau de Léonard de Vinci. Il représente l'ange Gabriel annonçant à la Vierge Marie qu'elle sera la mère du Christ. D'aucuns affirment que c'était la manière pour Léonard de Vinci de montrer qu'il était lui aussi un messager à l'instar de Gabriel. Dans ses œuvres plus tardives, il semblait suggérer qu'il possédait un savoir particulier à partager avec le monde. Léonard de Vinci utilisait souvent l'écriture en miroir, une écriture qui ne pouvait être lue qu'en la plaçant devant un miroir. Certains pensent même qu'il aurait pu dissimuler des images secrètes et similaires dans ses tableaux. Par exemple, en plaçant des miroirs sous certains angles sur la Joconde, on prétend apercevoir des formes cachées, voire des figures ressemblant à des extraterrestres. Un autre tableau, la Vierge au rocher, présente également des positions de mains que certains interprètent comme des indices pour l'emplacement des miroirs. Un designer du nom de Terence Mason a utilisé un ordinateur pour tester ses hypothèses et a découvert des formes évoquant des têtes extraterrestres. Plus tard, Léonard de Vinci a peint Saint Jean-Baptiste. Dans cette œuvre, la figure semble surgir des ténèbres lorsque la lumière est ajoutée pointant vers le ciel, comme pour indiquer le chemin vers un autre monde. Certains y voient de la manière pour Léonard de Vinci de nous révéler qu'il avait entrevu la lumière ou la vérité depuis un autre royaume. Des chercheurs qui ont inversé le tableau ont découvert ce qui leur semblait être un visage extraterrestre, associant une fois de plus l'œuvre à d'étranges théories sur un contact avec d'autres êtres. En 2002, un chercheur a utilisé des caméras infrarouges spéciales pour examiner les parties cachées de l'Adoration des mages tableau inachevé de Léonard de Vinci. Il y a découvert des dessins dissimulés de chevaux de bâtiments et de personnages recouverts par d'autres couches de peinture. Une partie de l'œuvre montrait une église chrétienne en ruine, remplacée par un temple égyptien, surmonté d'une fleur de lotus. Dans l'Égypte antique, cette fleur symbolisait la fleur de vie, liée au secret de l'univers.
Certains pensent que Léonard de Vinci était profondément fasciné par ce symbole et qu'il l'aurait utilisé pour révéler des connaissances cachées. Tous ces indices laissent penser que Léonard de Vinci aurait pu bénéficier de l'aide de puissantes forces, peut-être même extraterrestres. Récemment, un système d'intelligence artificielle performant a permis de numériser l'une des esquisses les moins connues de Léonard de Vinci. Une invention autrefois considérée comme trop avancée et dangereuse pour son époque. Ce que l'IA a révélé a stupéfié les chercheurs. Dissimulé sous des couches d'encre délavée, un dessin détaillé lui ressemblait étrangement à la technologie des drones et modernes, avec ses systèmes de guidage et ses capacités aériennes que personne n'aurait cru possible au 15e siècle. Mais plus choquant encore était un ensemble de symboles codés dans les marges. Des symboles traduits par l'IA ont révélé une formule mathématique qui n'a été découverte en physique moderne que des siècles plus tard. Quoi que Léonard de Vinci ait vu, il ne l'a peut-être pas vu de son vivant. Qu'a réellement mis au jour cette analyse par IA et comment a-t-elle permis de faire revivre le croquis longtemps resté caché dans la grotte de Léonard après 500 ans? Découvrons-le. Le réveil de la machine perdue de Léonard. Il y a bien longtemps, plus de 500 ans, Léonard de Vinci a dessiné quelque chose de très spécial. Il n'était pas seulement un artiste. Il était aussi un penseur, un rêveur et un passionné de création. Aujourd'hui, dans le monde moderne, un événement incroyable s'est produit. Un vieux dessin de Léonard de Vinci a repris vie. Mais voici le plus étrange, ce n'est pas l'œuvre de l'homme qui l'a ramené à la vie. Non, absolument pas. C'est grâce à une technologie révolutionnaire, une force immense, l'intelligence artificielle quantique. Au premier abord, cela pourrait ressembler à une histoire de film, mais c'est pourtant bien réel. Et ce que cette technologie de pointe a découvert dans l'esquisse de Léonard de Vinci a surpris même les ingénieurs les plus brillants d'aujourd'hui. Personne ne se doutait de ce que recelait ce dessin. Il semblait n'être qu'une simple image, mais il s'agissait en réalité de bien plus. Un groupe de chercheurs a mis la main sur un ancien schéma de Léonard de Vinci. Il ne s'agissait pas d'un simple croquis, il provenait d'un carnet perdu, retrouvé seulement en 1967 à Madrid en Espagne. Ce carnet était connu sous le nom de Madrid de Cotus. À l'intérieur se trouvait un dessin qui ressemblait à une calculatrice. Oui, une calculatrice, mais pas du genre que nous utilisons aujourd'hui avec des boutons et un écran. Celle-ci était faite d'engrenages en bois. Elle était entièrement mécanique, c'est-à-dire qu'elle fonctionnait uniquement grâce à des roues et des pièces mobiles. Léonard de Vinci l'a dessinée vers 1502. Cela remonte à plus de 5 siècles. Dans son croquis, il imaginait une machine à 13 roues, chacune tournant et déplaçant des nombres. Lorsqu'une roue tournait 10 fois, la suivante effectuait un seul tour. C'était une manière très ingénieuse de réaliser des calculs mathématiques uniquement à l'aide d'engrenages. Les chercheurs ont numérisé ce croquis avec une grande précision, obtenant ainsi une image extrêmement nette, et l'ont soumise à un système d'intelligence artificielle quantique. Il ne s'agit pas d'un ordinateur ordinaire. Une intelligence artificielle quantique est capable d'analyser les choses simultanément de millions de façons différentes. Elle ne se contente pas de suivre des étapes simples. Elle raisonne par couche, par schéma, par possibilité. C'est ce qui fait sa puissance. Une fois que l'IA a commencé à étudier l'esquisse de Léonard, elle ne s'est pas contentée d'une analyse superficielle. Elle a accompli quelque chose d'inédit. Elle a scruté le dessin en profondeur et l'a décrypté. Les notes écrites en italien inversé ont été converties en texte clair par l'IA. Celle-ci a ensuite étudié comment les éléments s'assemblaient à la manière des pièces d'un puzzle. À partir de là, l'IA a construit un modèle 3D. Cela signifie qu'ils ne se sont pas contentés d'observer l'image. Ils ont créé une version de la machine qui pouvait être imprimée et manipulée. Ils ont donc utilisé l'impression 3D pour construire une version fonctionnelle de la machine de Léonard de Vinci. Et lors des tests, un phénomène étrange s'est produit. La machine ne se contentait pas de faire des calculs. Elle semblait apprendre à les faire de mieux en mieux. Plus on l'utilisait, plus son fonctionnement devenait fluide. Les engrenages se mirent à tourner plus facilement, comme si la machine s'améliorait d'elle-même. L'IA remarqua même que la machine modifiait ses mouvements en fonction de la charge. C'est dire la pression ou le poids exercé sur lui.
Il a fallu de légères modifications à la taille et les engrenages pour que tout se mette en marche plus facilement. C'était déjà impressionnant. Mais l'IA a alors décelé quelque chose d'encore plus important. En observant la machine, l'IA comprit que l'invention de Léonard de Vinci n'était peut-être pas qu'une simple calculatrice. Il pouvait s'agir de quelque chose de bien plus puissant. La machine manifestait des signes de logique. Elle ne se contentait pas d'additionner des nombres, elle faisait des choix. Certaines pièces bougeaient différemment selon les circonstances. Ce n'est pas normal pour une simple machine à additionner. L'IA a utilisé des outils de vision spéciaux semblables à ceux employés par les bibliothèques pour déceler des marques cachées dans les livres anciens. Elle a regardé sous l'encre, au-delà de ce que l'œil humain pouvait percevoir. Et là, dissimulé sous le dessin principal de Léonard de Vinci, elle a trouvé de légers traits de crayon, des lignes qui n'avaient pas été remarquées auparavant. Ces lignes formaient une chose d'une beauté et d'un mystère rare, une spirale de Fibonacci. Ce motif particulier se retrouve dans la nature, dans les coquillages et les fleurs, et même dans la rotation des galaxies. On l'appelle aussi le nombre d'or, et Léonard de Vinci aimait particulièrement l'utiliser dans son œuvre. Cela signifie que Léonard de Vinci n'a pas seulement construit une machine à faire des calculs. Il dissimulait peut-être un second dessein secret au sein de la première. Il cherchait sans doute à créer un objet alliant beauté naturelle et puissance mathématique. Un projet qui unissait art science et nature. Maintenant que le croquis légendaire a été retrouvé, quel secret révèle-t-il? À suivre, l'intelligence cachée du dessin de Léonard de Vinci. L'IA a continué à tester différentes configurations d'engrenages. C'est alors qu'elle a fait une autre découverte stupéfiante. Lorsque les engrenages étaient disposés légèrement différemment, la machine pouvait accomplir une autre fonction, mesurer les étoiles. Le sens de rotation des engrenages correspondait aux distances célestes, comme l'espacement entre les étoiles, grâce à des principes inspirés des cartes et des instruments de navigation du 16e siècle. L'un des engrenages, le 13e, s'est révélé très particulier. Il s'alignait presque parfaitement avec le cycle lunaire les 29 jours que met la Lune pour faire le tour de la Terre. Cet engrenage n'était peut-être pas qu'une simple roue supplémentaire. Il était peut-être conçu pour suivre la course de la Lune. Cette machine n'était donc pas qu'une simple calculatrice. Il pourrait s'agir d'un tracker d'étoiles, d'un outil de navigation, voire d'une carte stellaire mécanique. Et devinez ce que l'IA a découvert d'autre. Elle a parcouru l'ensemble du croquis et a remarqué un motif très étrange, comme un filigrane ondulé et flou sur la page. En analysant cette forme, elle a fait une découverte surprenante. Le visage même de Léonard de Vinci. Les proportions correspondaient à celles de son célèbre dessin « L'homme de Vituvia ». C'était comme si Léonard avait signé le dessin d'une image cachée de lui-même, une image que seule une technologie spéciale pouvait révéler, une image qui pourrait mettre des siècles à être découverte. Laissait-il une trace personnelle? Cachait-il son identité dans la machine elle-même? Il semblerait que oui. Mais le plus surprenant est arrivé ensuite. Lors de tests supplémentaires, la machine a fait quelque chose qui a complètement déconcerté les ingénieurs. Elle a modifié son fonctionnement. Selon le nombre d'utilisations, elle a commencé à privilégier certains trajets. Elle se souvenait de ses déplacements précédents et utilisait cette mémoire pour optimiser ses déplacements ultérieurs. C'est ce que les scientifiques appellent la mémoire mécanique, l'idée qu'une machine puisse se souvenir et s'améliorer avec le temps. De nos jours, on appelle cela l'apprentissage. C'est ainsi que fonctionne le cerveau, plus on pratique, plus on devient compétent. La machine de Léonard de Vinci semblait fonctionner de la même manière, mais avec des engrenages, et non avec un cerveau. C'était presque une forme d'intelligence primitive et rudimentaire. Il y a plus de 500 ans, Léonard de Vinci construisait peut-être une machine capable d'apprendre par elle-même. L'intelligence artificielle a constaté que l'invention de Léonard fonctionnait comme une boucle informatique. Elle ne se contentait pas de répéter la même action. Elle utilisait sa propre sortie comme nouvelle entrée, évoluant et s'améliorant à chaque itération. C'est exactement ainsi que fonctionnent les ordinateurs modernes. Plus étonnante encore, la machine possédait ce que nous appelons aujourd'hui la logique conditionnelle. Autrement dit, elle pouvait faire des choix. Si une action se produisait, elle en effectuait une autre. C'est là le principe même du fonctionnement des programmes informatiques.
L'idée devient alors limpide. Léonard de Vinci a peut-être dessiné la première machine programmable au monde, un ordinateur en bois et en métal actionné par une manivelle. Cela signifierait qu'il a inventé l'idée du codage plus de 300 ans avant des personnes comme Charles Babbage et Ada Lovelace, à qui l'on attribue généralement la création des premiers ordinateurs et programmes. L'IA a décelé un autre détail profondément ancré dans la conception. En observant la forme et l'assemblage des engrenages, elle a réalisé quelque chose de très familier. La machine entière reproduisait à la perfection la structure osseuse d'une main humaine, notamment les articulations et les doigts. Et devinez quoi? Léonard de Vinci a étudié la main humaine de plus près que presque personne dans l'histoire. Il disséquait les mains, les dessinait et les décrivait avec une grande précision. La machine semblait conçue non seulement pour être utilisée par l'homme, mais aussi pour épouser les mouvements naturels du corps. La poignée de rotation n'était pas placée au hasard. Sa forme permettait une manipulation aisée du poignet et des doigts, comme si elle était faite pour ne faire qu'un avec le corps. C'était comme si Léonard de Vinci avait cherché à créer une machine non seulement conçue par l'homme, mais faite pour bouger comme lui. Et puis la plus grande découverte de toutes, lorsque l'IA a assemblé tous les éléments, les rouages, les modèles, les calculs, la mémoire, la logique, elle est parvenue à une conclusion. Ce n'était pas une simple calculatrice, mais un véritable ordinateur mécanique fonctionnel. Il pouvait boucler, s'adapter et résoudre des problèmes. Il utilisait des cycles répétitifs à l'instar d'un processeur moderne. Elle avait des règles. Elle avait une logique. Elle possédait une sorte d'esprit dissimulé dans le bois et l'acier. Léonard de Vinci, l'artiste, l'inventeur, l'anatomiste, était aussi autre chose. Mais Léonard incarnait à la perfection l'homme de la Renaissance, un polymathe. Outre son génie de la peinture, il était ingénieur anatomiste et chroniqueur scientifique. Ses innovations étaient si vastes qu'il serait aujourd'hui programmeur. Malgré son immense talent, que s'est-il passé lorsque les idées de Léonard de Vinci ne se sont pas déroulées comme prévu? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus. Les inventions risquées de Léonard de Vinci. Quand des idées géniales n'ont pas abouti. Léonard de Vinci est l'une des figures les plus célèbres de la Renaissance. Il est mondialement connu pour ses peintures, notamment la Joconde, et pour ses contributions dans de nombreux domaines tels que les sciences, l'ingénierie, les mathématiques et les sciences naturelles. Avec Michel-Ange et Raphaël Léonard de Vinci, est souvent considéré comme l'un des plus grands esprits de l'histoire. Mais si beaucoup s'attardent sur ses réussites, il est vrai aussi que Léonard de Vinci a conçu plusieurs idées qui n'ont pas abouti. Certaines de ses inventions étaient trop ambitieuses, mal conçues, ou tout simplement impossibles à réaliser avec les outils disponibles à l'époque. Au XIVe et XVIe siècle, en Italie, les artistes et inventeurs avaient besoin du soutien des riches et des puissants. Ils devaient convaincre rois-ducs et autres notables de financer leurs travaux. Léonard de Vinci dut lui aussi procéder ainsi. En 1482, il adressa une lettre au duc de Milan dans laquelle il présentait ses talents. Il prétendait pouvoir construire des ponts solides et des machines de guerre redoutables. Mais la plupart de ses idées ne furent jamais réalisées, ni même testées. Il s'agissait surtout d'impressionner quelqu'un qui pourrait le payer. L'une de ses idées au début du XVIe siècle était un scaphandre. Il y a plus de 500 ans à une époque où l'on croyait encore la Terre plate et où des monstres marins peuplaient les abysses, Léonard de Vinci conçut un appareil permettant aux plongeurs de respirer sous l'eau. Venise craignait alors une attaque de l'Empire ottoman. Dépendant de sa marine, la cité vénitienne chercha à concevoir un équipement utile à la défense sous-marine. Son scaphandre était en cuir et comportait des lunettes, des tubes respiratoires et même un compartiment pour les besoins naturels du plongeur. Il a également conçu un système permettant d'amener de l'air sous l'eau à l'aide d'une cloche et de tubes en laiton. Bien que très ingénieuse pour l'époque, cette conception s'avéra peu utile en pratique. L'armure ne permettait pas de pénétrer profondément, et Léonard de Vinci n'expliqua jamais comment elle aurait pu être efficace au combat. L'armée vénitienne ne prit pas l'idée au sérieux. Léonard de Vinci lui-même a déclaré plus tard qu'il ne voulait pas tout expliquer sur cette armure, car il craignait que certains ne l'utilisent à des fins maléfiques, comme pour couler des navires
et ôter la vie à des marins. Parmi les autres idées de Léonard de Vinci liées à la guerre figurait un char d'assaut blindé. L'idée paraissait prometteuse sur le papier, mais elle s'avéra inutilisable en pratique. Un défaut de conception le rendait immobile, et sa lenteur le rendait inutilisable au combat. Certains pensent que Léonard de Vinci aurait pu intégrer ce défaut intentionnellement afin d'empêcher son utilisation militaire. Il rêvait également de voler. Un de ses premiers souvenirs, vrais ou non, était celui d'un oiseau se posant sur lui, ce qui a peut-être inspiré sa passion pour le vol. Il étudiait les oiseaux de près et dessinait de nombreux plans de machines volantes. L'un d'eux, l'ornithoptère, utilisait des ailes battantes, comme un oiseau, mais nécessitait que le pilote le propulse uniquement avec ses muscles, ce qui le rendait impossible à faire voler. Aucune de ces machines volantes ne fut testée de son vivant. Des ingénieurs modernes ont tenté d'en construire. Dans un cas, en combinant des pièces de différents modèles, et en y apportant des modifications, ils parvinrent à en faire voler une. Mais cela ne fonctionna que grâce à des matériaux modernes et à des améliorations que Léonard de Vinci n'avait jamais intégrées. En 1485, il dessina également un projet de parachute. Il s'agissait d'une tente pyramidale en lin à armature de bois. Malgré sa forme inhabituelle et son poids, sa conception témoignait d'une bonne compréhension des phénomènes de résistance de l'air. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'elle ne fonctionnerait jamais. Pourtant, dans l'an 2000, un casse-cou nommé Adrien Nicolas la testa. Le parachute ralentit sa chute, prouvant ainsi la viabilité du concept. Cependant, l'armature en bois étant trop lourde pour un atterrissage en toute sécurité, Nicolas utilisa un parachute classique avant de toucher le sol. Léonard de Vinci n'était pas toujours le premier à avoir des idées. Son modèle de parachute était similaire à celui dessiné antérieurement par un autre inventeur nommé Takala. De même, le célèbre dessin de l'homme de Vituvia, utilisé aujourd'hui pour illustrer les proportions humaines parfaites, s'inspirait d'un travail antérieur de Giacomo Andrea Ferrara, un ami de Léonard de Vinci. Ce dernier mentionna d'ailleurs Ferrara dans ses propres notes. Dans l'ensemble, Léonard de Vinci a eu de nombreuses idées avant-gardistes, mais beaucoup étaient trop complexes ou incomplètes pour être appliquées dans la réalité. Son scaphandre, ses machines volantes et son char d'assaut et son parachute témoignent de sa créativité, mais aussi de son ambition d'être en avance sur son temps. Même lorsque ses inventions échouaient, elles inspiraient souvent d'autres personnes. Son imagination a posé les fondements de nombreuses découvertes futures, même s'il ne les a pas toujours parfaitement réalisées. Et si l'homme derrière la Joconde cachait bien plus qu'un simple sourire énigmatique, et si son plus grand chef-d'œuvre était l'esprit qui l'a créé, approfondissons le sujet. Léonard de Vinci. L'enfant de Vinci qui a changé le monde. Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 à Vinci, un petit village de Toscane. Ses parents étaient un riche avocat nommé Siero d'Annecy et une paysanne nommée Catarina. Comme ses parents n'étaient pas mariés, Léonard ne put porter le nom de son père. On l'appelait d'Annecy, ce qui signifie « de Vinci ». Enfant, Léonard resta avec sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans environ. Il alla ensuite vivre avec son père et sa belle-mère. Il avait de nombreux demi-frères et sœurs. Né hors mariage, Léonard ne put prétendre à aucun héritage. Il dut se débrouiller seul. Léonard était curieux et s'imaginait voler comme un oiseau ou nager dans l'océan. Lorsque son père remarqua son talent pour le dessin, il l'envoya à Florence se former auprès d'un peintre célèbre nommé Andrea Delvaux. Dans cet atelier, Léonard apprit bien plus que la peinture. Il participa à la sculpture, au travail du métal, à l'élaboration de plans et même à la conception de machines. À un moment donné, il peignit 2 anges dans une scène intitulée « Le baptême du Christ ». Son œuvre était si belle que Verrocchio ne peignit plus jamais. On dit qu'à l'âge de 25 ans, Léonard était un maître peintre à Florence. Mais à 24 ans, il fut accusé de sodomie. Le tribunal ne trouva aucune preuve et il ne fut donc pas condamné. Cependant, cette accusation ternit sa réputation. Il ne s'est jamais marié.
Certains s'interrogent sur sur sa vie privée, mais peut-être a-t-il choisi le célibat pour se consacrer à ses idées. À cette époque, la vie était dangereuse. Les gangs rivaux et les familles fortunées s'affrontaient fréquemment. Un homme a même assassiné un membre de la famille Médicis en pleine rue. Léonard de Vinci a dessiné l'homme après sa pendaison. C'est l'une de ses premières œuvres connues. Léonard a eu du mal à achever certains projets, notamment l'adoration des rois mages. Il l'a commencé, mais ne l'a jamais terminé, et a même été poursuivi en justice. Désireux d'un nouveau départ, il décida de s'installer à Milan. Il écrivit une lettre audacieuse au duc Ludovic Sforza, souverain de Milan. Le duc l'invita à Milan. Il demanda d'abord à Léonard de peindre un portrait de sa maîtresse, la célèbre dame à la longue queue, puis une statue de cheval colossale en bronze. Léonard en créa une maquette en argile, mais ne la réalisa jamais en métal. À Milan, Léonard de Vinci peignit également la scène sur un mur d'une église. Il lui fallut plus de 3 ans pour y travailler. Pendant ce temps, il étudiait secrètement le corps humain en disséquant des cadavres. Il dessinait les muscles et les organes dans des carnets. Et à temps privé, un travail qui allait contribuer à la science moderne, bien que cela fût interdit par l'Église. Après la mort de Léonard, ces carnets restèrent cachés pendant plus d'1 siècle. Lorsque le duc perdit le pouvoir et que les Français conquirent Milan, Léonard dut fuir. Il emporta ses carnets et voyagea à la recherche de personnes intéressées par ses idées militaires, mais on le jugeait encore trop imaginatif. À Florence, une nouvelle étoile brillait, Michel-Ange. Il était plus jeune, audacieux et avait un style rude. Léonard et Michel-Ange se détestaient et en vinrent même aux mains. Désireux de retravailler, Léonard rejoignit César Bourrat, un chef puissant et redouté. Ingénieur militaire, il participa à la planification de villes et de forts. Mais la guerre, et notamment l'assassinat d'un ami, le bouleversa. Il s'enfuit de nuit et retourna à Florence. Plus tard, il peignit la Joconde. Il le portait toujours sur lui, sans jamais s'en séparer. Il lui appartenait et il ne cessait de le réajuster. Nul ne sait qui est cette femme, et son sourire demeure un mystère. Finalement, le roi François Ier de France accueillit Léonard dans son château. Léonard de Vinci y vécut jusqu'à sa mort en 1519 à l'âge de 67 ans. Son bras droit était affaibli par un AVC, mais il bénéficia de soins royaux. Il légua la Joconde et ses carnets à son élève. Né sans droit, Léonard mourut comme un roi. Son insatiable curiosité, son art et ses idées continuent d'inspirer la science, la médecine et la créativité. Aujourd'hui, si Léonard de Vinci excellait à fusionner science et art dans ses inventions, comment utilisait-il ce même talent pour dissimuler des significations profondes dans ses peintures, notamment la scène? Examinons cela de plus près. Le langage secret de Léonard de Vinci dans la scène. La scène de Léonard de Vinci est l'un des tableaux les plus célèbres et les plus commentés au monde. Cette scène illustre le moment où Jésus annonce à ses disciples que l'un d'eux le trahira. Chacun des 12 hommes réagit différemment. Certains sont choqués, d'autres bouleversés, et d'autres encore semblent poser des questions. Léonard de Vinci a peint cette scène d'une manière qui saisit à la fois l'émotion, le mouvement et la narration. Il a utilisé le langage corporel et les gestes des mains pour exprimer clairement la réaction de chaque disciple. Ainsi, on ressent presque la tension qui règne dans la pièce, rien qu'en regardant le tableau. Jésus est assis au centre sereinement. Sa tête et ses mains forment un triangle, symbole d'équilibre et de paix. La lumière provenant des fenêtres derrière lui crée une douce lueur autour de lui, le mettant ainsi en valeur. Les disciples sont disposés en 4 groupes de 3 leur corps, tournés dans différentes directions pour exprimer la confusion et l'émotion. Léonard de Vinci souhaitait rendre compte de réactions humaines authentiques. Chaque visage, c'est donc unique. Il a même étudié les expressions et les mouvements des gens dans la vie réelle pour saisir les moindres détails. Le tableau recèle également un symbolisme profond. Par exemple, le chiffre 3 y apparaît à plusieurs reprises, 3 fenêtres, 3 groupes de chaque côté et Jésus formant un triangle. Cela pourrait représenter la Sainte Trinité. Le pain et le vin sur la table évoquent l'Eucharistie, la communion chrétienne.
Judas, celui qui trahira Jésus, était représenté avec un visage plus sombre, et tend la main vers le même bol que Jésus, en référence au passage biblique où Jésus dit « Celui qui trempe sa main dans le bol avec lui, le trahira ». Léonard de Vinci a également utilisé des concepts mathématiques pour créer un équilibre parfait dans le tableau. Il a eu recours à la perspective linéaire, où toutes les lignes de la pièce semblent converger vers la tête de Jésus. Cela le place au centre de l'attention, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Les panneaux du plafond, les murs et la table guidant le regard du spectateur vers Jésus, Léonard de Vinci a soigneusement planifié chaque élément du tableau afin que rien ne paraisse déplacé. Au fil des ans, certains ont affirmé que le tableau recèle des messages secrets. Une théorie répandue suggère que la personne à gauche de Jésus ne serait pas un homme, mais Marie-Madeleine. Certains pensent que cela signifie qu'ils entretenaient une relation particulière, bien que la plupart des experts affirment qu'il s'agit simplement de Jean le plus jeune disciple. D'autres disent que les espaces entre les disciples forment des notes de musique ou des figures secrètes, mais ces idées relèvent davantage de la théorie que du fait. Malheureusement, le tableau a été endommagé à de nombreuses reprises. Léonard de Vinci n'a pas utilisé la méthode habituelle pour les peintures murales. Au lieu de peindre sur du plâtre frais, il utilisa une surface sèche pour pouvoir travailler plus lentement et ajouter davantage de détails. Mais cela fragilisa la peinture qui, avec le temps, commença à se décolorer et à s'écailler. On a tenté de la restaurer à maintes reprises et certaines parties ne sont plus de la peinture d'origine. Pourtant, l'essence même de l'œuvre demeure et elle continue d'émerveiller le monde entier. Léonard de Vinci n'a pas simplement créé une œuvre d'art. Il a raconté une histoire poignante à travers l'émotion, la lumière, les formes et le dessin. La scène est une œuvre qui témoigne de son talent non seulement de peintre, mais aussi de penseur qui comprenait les sentiments humains et qui a su allier science et art pour donner vie à ses idées. Que pensez-vous de l'héritage de Léonard de Vinci? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires ou de célébrités. À bientôt.